Entrez, Jonathan. Alors, comment avance notre plan? Super, le marché vaut 80 000 milliards de dollars. Nous pouvons facilement doubler notre valeur au cours des 10 prochaines années. Je n'en attendais pas moins du prochain dirigeant de Blackstone. Qu'est-ce que tu veux dire, Stéphane? J'ai 77 ans, Jonathan. J'ai vécu ma vie. Tu sais que tu es le seul en qui j'ai confiance pour prendre la relève quand je ne serai plus là. On verra bien. Né en 1947, Stefan Schwarzman a grandi dans une banlieue de classe moyenne à Philadelphie. Sa famille incarne le rêve américain. Ils travaillent beaucoup, valorisant leur temps et possèdent une petite entreprise de vente d'articles en lin. Joseph et Arlene Schwarzman sont satisfaits de ce qu'ils ont. Ils gagnent assez pour envoyer leurs enfants dans un bon lycée, partir en vacances chaque année et se faire plaisir de temps en temps. Pour eux, ce mode de vie incarne la réussite à laquelle ils ont toujours aspiré. Mais de l'autre côté du foyer Schwarzman, Stéphane n'est pas d'accord. Pour lui, la définition du succès a une toute autre signification. Il ne cherche pas une vie confortable et quelque peu médiocre comme ses parents. Ses rêves vont bien au-delà de cela. Je suis allé voir mon père et je lui ai dit « Papa, il y a beaucoup de monde ici. Pourquoi ne pas ouvrir ce magasin partout dans le pays ?» Et je pensais que c'était une évidence. Et il m'a regardé et il a dit « Steve, je ne veux pas faire ça. » Et j'ai dit « Papa, pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas faire ça ?» Et il a dit « Parce que je suis heureux. » Déterminé et agité, Stéphane excelle dans ses études tout au long de ses années scolaires. Il a non seulement la motivation, mais aussi un talent exceptionnel. Les années passent et il obtient son diplôme en tête de sa promotion. Ses excellentes notes et sa réputation l'emmènent à l'université Yale, où il se spécialise en sciences sociales. C'était quelque chose de nouveau à l'époque. C'était la psychologie, la sociologie, l'anthropologie et la biologie, ce qui est vraiment, vous savez, en quelque sorte l'étude de l'être humain. Pourquoi pensent-ils ce qu'ils pensent? Pourquoi agissent-ils comme ils agissent? Et vous savez, vous étudiez à partir de ces 4 disciplines. Après 4 ans d'études, il revient à la remise des diplômes, une médaille d'honneur sur la poitrine. Malgré sa réussite académique à seulement 22 ans, quelque chose dérange Stéphane. Un simple diplôme de licence ne suffit pas à satisfaire sa vision. Il veut commencer à gagner des millions très bientôt. Alors il met le cap sur la Harvard Business School pour un master en administration des affaires et est immédiatement accepté à Harvard. Le succès est inévitable. Stephen s'épanouit à nouveau, mais il y a une autre chose qu'il distingue de tous les autres génies de sa classe. Durant son master, Stephen fonde un club d'investissement étudiant. Il génère immédiatement des rendements incroyables et surprend même les professeurs les plus expérimentés. Non seulement Schwarzman est un génie académique, mais il a aussi ce qu'il faut pour concrétiser des idées d'affaires. Une compétence qui fera de lui un jour l'un des dirigeants les plus puissants du monde. Comment parvient-on à la reconnaissance de schémas? D'abord, il faut comprendre les schémas et les changements qui se produisent. Et cela passe à un certain niveau par l'observation. Vous pouvez appeler ça des données. Ou simplement écouter des choses inhabituelles que les gens disent et qu'ils n'avaient jamais dites auparavant. Après 2 ans à Harvard, Schwarzman obtient son diplôme parmi les 5 premiers % de sa promotion en tant que boursier banqueur. Il a laissé sa marque dans le programme de commerce le plus compétitif. Et il est enfin prêt à conquérir le monde de la finance. Comme c'est le cas pour les 10% des meilleurs diplômés de ces programmes prestigieux. Dès qu'il sera diplômé, les entreprises de Wall Street auront toutes les yeux rivés sur lui. Car chaque société veut et a besoin d'un talent comme Stéphane. Ainsi, en 1972, quelques mois seulement après l'obtention de son diplôme, Schwarzman décroche un poste convoité chez Lehman Brothers, le sommet de la banque d'investissement à cette époque. C'était la première fois que ma promotion, en 1972, était la première promotion de master en administration des affaires à rejoindre Lehman Brothers. Il y avait donc très peu de monde là-bas et beaucoup d'affaires. Alors j'ai trouvé que c'était
un endroit formidable parce que nous avions un ratio d'un associé principal pour un collaborateur, donc il fallait tout faire soi-même, car les associés principaux n'aimaient pas en faire beaucoup. Donc c'était une expérience d'apprentissage forcé. Au sein des prestigieuses salles de Lehman, Schwartzman s'épanouit à nouveau. Il débute comme analyste junior et progresse vite grâce à une confiance et une conviction uniques. À 31 ans, 6 ans plus tard, Schwartzman prend la tête du département fusion et acquisition de Lehman. Je pense que la banque d'investissement est assez facile. Et la raison pour laquelle j'étais probablement assez bon dans ce domaine, c'est qu'il est très facile d'en acquérir les bases fondamentales. Et ensuite, il s'agit d'anticiper ce qui va se passer, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles relations, de résoudre des problèmes qui semblent, vous savez, que les gens n'ont pas abordé de la bonne manière. Mais même quelqu'un comme Schwartzman n'est pas à l'abri des injustices de la vie. Lorsqu'il atteint 38 ans, Lehman Brothers connaît un problème irréversible. La société a contracté d'importantes dettes et peine à satisfaire à ses exigences de fonds propres. Non seulement cela, mais à l'intérieur des bureaux de Lehman, le directeur général et le directeur des opérations de la société ont une vive dispute. L'entreprise est désormais divisée en 2 groupes et la communication est rompue. Je croyais savoir quoi faire, mais personne ne voulait s'en charger. Il n'était pas courageux et j'ai donc fini par vendre l'entreprise à la société American Express. Au chômage, Stéphane fait face au premier revers majeur de sa carrière. Pour la première fois de sa vie, il se sent perdu. Et je ne voulais pas être avec les personnes qui, selon moi, n'avaient pas défendu l'organisation. C'était en quelque sorte une position morale. Alors j'ai décidé de sortir et de faire quelque chose avec mon partenaire qui avait été évincé l'année précédente par la direction qui est ensuite entrée et a finalement fait exploser l'entreprise. Schwartzman décide que ce serait une bonne idée de s'associer avec Pierre Peterson, c'est son vrai nom d'ailleurs. L'ancien directeur général et mentor de Lehman pense qu'en unissant leurs forces, ils pourraient créer quelque chose de plus grand que leur ancien employeur. Peterson en doute au début, mais finit par être convaincu, à la surprise de beaucoup. Le duo a défié la banque traditionnelle. Leur idée est assez nouvelle dans la finance. Une société d'investissement alternative nommée Blackstone. Nous avons élaboré un bon plan stratégique pour faire du conseil, payer le loyer et entrer dans le secteur des rachats parce que, franchement, cela semblait être un moyen assez facile de gagner de l'argent au milieu des années 80. Et puis, le troisième élément de notre plan stratégique était d'attirer des personnes très talentueuses. Les débuts sont difficiles, les affaires sont petites. Les sceptiques murmurent que Schwartzman et Peterson vont trop loin. Ils disent donc que leur pari audacieux est voué à l'échec. Imaginez que cela ne puisse pas arriver aujourd'hui. 2 personnes, dont aucune n'avait jamais investi, ont annoncé qu'elles voulaient lever des fonds. La 3e plus grande société de capital investissement de l'histoire est de loin plus grande que toutes les autres premières. Donc, seuls 2 fous pourraient réellement penser qu'ils recevraient un bon accueil. Le duo ignore le bruit et continue de travailler sans relâche, forgeant des alliances et courtisant des investisseurs. Affaire après affaire. Blackstone grandit et la vision de Schwartzman prend enfin forme. Le temps passe et ils franchissent tous les jalons possibles auxquels ils avaient y pensé. Leur élan est irrésistible. Après seulement 9 ans de financement, Blackstone remporte le plus grand prix dans le monde des affaires. Jim, commençons, il faut en parler. C'est la plus grande introduction en bourse depuis longtemps. Et en termes de nouvelles fracassantes, au moins Steve Schwartzman entre en bourse. Parle-moi de Blackstone. C'est la grande affaire que tout le monde désire. Je ne sais pas s'il devrait, mais le titre est si excitant que le public ne peut l'ignorer. Steve Schwartzman est le nouveau roi du monde. Avec plus de 1000 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2023. Blackstone est aujourd'hui la société de capital investissement la plus prospère et l'une des entités les plus puissantes du monde. Stéphane Schwartzman a donné tout son potentiel au monde et siège désormais confortablement au sommet de l'empire qu'il a tant désiré. Comme les titans avant lui, il doit choisir un successeur, quelqu'un capable d'assumer l'immense pouvoir et la responsabilité qui accompagnent le poste de directeur général de Blackstone. Il a discrètement observé et évalué les héritiers. Il a besoin de quelqu'un qui reflète ses valeurs fondamentales et comprend sa vision.
Même ses propres enfants ne sont pas des candidats dignes d'une telle responsabilité. Mais quelqu'un a attiré son attention depuis qu'il a rejoint l'entreprise il y a de nombreuses années. Quelqu'un qui a la même flamme dans les yeux et qui a fait ses preuves pendant des décennies. Jonathan Gray. Comme Schwartzman avant lui, Jonathan Gray est né dans un quartier de classe moyenne en banlieue de Chicago. Son père, Helen, dirige une entreprise automobile. Cela rapporte un peu plus que nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Gray et sa sœur vont dans une bonne école, vivent dans une maison confortable et partent parfois en vacances. Mais contrairement à Schwartzman, l'enfance de Gray prend soudainement un tournant inattendu. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans, un événement qui a marqué ma jeunesse et m'a fait prendre conscience que la stabilité peut soudainement disparaître. Quel a été mon plus grand accomplissement d'enfance? J'ai évolué plus tard que tous les autres enfants. À seulement 14 ans, Gray décide de travailler comme garçon de salle pour la nouvelle entreprise de traiteur de sa mère. Il balaie, essuie les tables, débarrasse et maintient l'ordre dans l'entreprise. Contrairement à beaucoup d'autres adolescents, sans doute, Gray ne se soucie pas du fait que ce soit un travail un peu humiliant. Au contraire, il y voit une belle opportunité de gagner de l'argent. Alors que Gray travaille avec sa mère, il va aussi au lycée, mais contrairement à Schwartzman, il n'est pas aussi motivé quand il s'agit de l'éducation traditionnelle. En classe, je faisais le minimum pour avoir de bonnes notes. Trop souvent, j'étais un membre à part entière de la nation des fainéants. J'étais terrifié de parler en public et encore plus effrayé à l'idée d'aller à l'université. Malgré ses insécurités et son manque de motivation, Gray obtient quand même de bonnes notes. C'est un génie qui manque simplement de but. Mais lorsqu'il termine le lycée, les choses commencent à changer pour de bon. À l'automne 1988, il reçoit une lettre d'admission de son premier choix d'université, l'Université de Pennsylvanie. Non seulement cela, mais le but qu'il cherchait arrive de façon inattendue dans sa chambre universitaire. Quand je suis arrivé à l'université, j'ai décidé que je voulais vraiment étudier l'anglais. Je voulais être journaliste, c'est ce que je pensais. J'ai écrit pour le Daily Pennsylvanian. 1 an après le début de mes études, j'ai réalisé que de nombreux amis et frères de fraternité s'intéressaient aux affaires. Ils étaient à Wharton et je possédais quelques actions. J'aimais les chiffres, alors j'ai décidé de faire un double diplôme. Gray se spécialise désormais en anglais à la Faculté des Arts et des Sciences et en économie à la Wharton Business School. Cette année-là, Gray devient une personne différente. Maintenant qu'il a trouvé sa raison d'être, il est motivé et avide de succès. Après 4 années d'études intensives, Gray obtient ses 2 diplômes à seulement 23 ans. Maintenant, il doit faire un choix que tant de diplômés avant lui ont déjà fait. Il doit choisir entre commencer à travailler tout de suite, comme je l'ai fait, ou poursuivre ses études, par exemple en master en administration des affaires. Contrairement à Schwartzman à son époque, Gray en a fini avec les études. Il pense qu'il a déjà ce qu'il faut pour apporter de la valeur à n'importe quelle entreprise. Nous sommes en 1992 et Blackstone n'existe que depuis 7 ans, tandis que des institutions comme Merrill Lynch et John Pierpont Morgan sont déjà bien plus avancées. À l'époque, Gray voit au-delà de la rémunération à court terme. Il sait qu'en rejoignant un fonds d'investissement relativement petit, il peut apporter plus de valeur sur le long terme et potentiellement recevoir la plus grande récompense dans le jeu de carrière en finance. Départ. Après mon diplôme, j'ai travaillé pour une petite société d'investissement à New York, Blackstone. J'ai commencé tout en bas, à préparer des présentations pour les clients, à faire des calculs et, surtout, à m'assurer que les associés avaient leur dîner avant 19h. Avec une grande confiance, Gray se fait une réputation d'éponge à détail chez Blackstone. Il ne peut tout simplement pas s'empêcher de poser des questions à ses supérieurs. Sa passion et sa conviction ne ressemblent à aucun autre employé junior. J'ai rencontré et travaillé avec John dès son 2e jour chez Blackstone, alors qu'il venait d'obtenir son stylo. Bien que je pense qu'à un certain degré, la chance joue, vous savez, un rôle dans la réussite de chacun. Je pense qu'avec John, c'est une grosse exagération. Je pense que oui, c'est du talent pur. Grâce à ses efforts, 1 an après son arrivée, Gray est promu au service immobilier. Ici, il révèle tout son potentiel.
À seulement 24 ans, il se voit confier la tâche d'être un acteur clé dans le développement du service. Il identifie les opportunités d'investissement, structure les opérations et supervise la gestion des actifs. Fair play fait, der frère à faire. Gray s'épanouit et la division grandit. En 2002, il est promu responsable mondial de la division immobilière chez Blackstone. À seulement 32 ans, Jonathan Gray est déjà un employé millionnaire chez Blackstone. Parlons de 2 transactions que vous avez réalisées, qui sont finalement devenues 2 des opérations les plus connues de l'histoire de l'immobilier aux États-Unis, je dirais. Les transactions auxquelles Rubenstein fait référence sont les acquisitions emblématiques de Blackstone, Equity Office Properties Trust et Hilton Hotels. En 2006, sous Gray, Blackstone acquiert Equity Office Properties pour 39 milliards de dollars. C'est le plus grand rachat avec effet de levier d'une société immobilière de toute l'histoire. En 2007, Gray a stratégiquement vendu le portefeuille d'Equity Office Properties de Blackstone pour un bénéfice de 7 milliards de dollars. Il revendait des parties comme un panier de fruits où l'on vendrait les raisins à ceux qui veulent ajouter des bananes. C'était exactement Equity Office. Nous avons acheté la plus grande collection d'immeubles de bureaux aux États-Unis. C'était comme gérer un magasin où on reçoit la marchandise devant et on la vend derrière. En 60 jours, nous avons gagné la vente aux enchères. Nous avons vendu presque les 2/3 des biens immobiliers, nous avons remboursé nos dettes et, au final, nous avons possédé de très bons biens immobiliers. Blackstone rachète la chaîne d'hôtels Hilton pour 26 milliards de dollars avec la même stratégie. Sous la direction et la stratégie de Gray, ils vendent progressivement des parts de Hilton au cours de la décennie suivante. Pourquoi Blackstone voulait-il acheter Hilton en 2007 ? Hilton était alors un joyau méconnu. Hilton était en bourse, mais à des niveaux inférieurs aux autres acteurs du secteur. En examinant l'entreprise, nous avons pensé « Waouh, quel incroyable bien immobilier, c'est le Hilton de New York ». En chronométrant soigneusement la vente de leurs actions, Gray mène une fois de plus l'une des plus grandes transactions de l'histoire de la finance. Nous avons investi 800 millions de dollars supplémentaires au plus bas, sommes restés dans l'entreprise, puis elle a connu une reprise cyclique et a commencé à croître. Nous l'avons introduite en bourse. Nous avons séparé l'entreprise en 3 entités. Franchise de gestion, multipropriété et immobilier, générant 14 milliards de dollars pour nos investisseurs. Donc, ça s'est bien terminé. Il ne fait aucun doute dans l'esprit de Schwartzman que Gray est devenu son employé le plus précieux et qu'il mérite d'être correctement rémunéré. En février 2018, 26 ans après avoir rejoint l'entreprise, Schwartzman nomme Gray directeur des opérations et président de Blackstone. Alors que le directeur général se concentre davantage sur les objectifs à long terme, le président est responsable de la gestion des opérations quotidiennes de l'entreprise. Cela dépend de la taille et de la portée de l'entreprise. Ce rôle de président peut aussi beaucoup ressembler à celui de directeur des opérations. Parfois, une seule personne cumule les rôles de président, directeur des opérations et siège au conseil d'administration. Bien qu'il semble être au sommet, il reste encore un poste à atteindre, celui de directeur général ou chef de la direction. C'est le poste que Steven Schwartzman occupe actuellement chez Blackstone. Les directeurs généraux ont de nombreuses tâches, mais la plus importante est de porter la vision de l'entreprise. Depuis 39 ans, Schwartzman fait exactement cela pour Blackstone. Mais à 77 ans, il sait que très bientôt, il ne pourra plus gérer le stress qui accompagne le poste de directeur général. Alors, il offre à Jonathan l'opportunité de commencer à diriger les plus grands projets dans les années à venir, en préparation pour le moment où il quittera ses fonctions. Nous sommes en septembre 2023 et Schwartzman est à Francfort, en Allemagne, pour célébrer l'ouverture du nouveau bureau de Blackstone de 1300 mètres carrés. Pendant ce temps, Gray est à Singapour et discute avec les responsables de la filiale de ce qui va se passer. Le lendemain même, Schwartzman se rend à Paris, accompagné de Gérard Herrera, président de Blackstone France. Ils sont là pour l'inauguration d'un autre bureau de 2600 mètres carrés. Bien que Schwartzman termine sa tournée européenne pour 2023 ce soir-là, Gray est toujours en déplacement. Il est maintenant à Toronto où il inaugure le tout premier bureau de Blackstone au Canada après avoir passé quelques jours à New York. Les choses bougent et elles bougent vite.
Le plan auquel Gray pensait depuis des années est enfin en marche. Le moment est venu pour les fonds d'investissement comme Blackstone de se tourner vers l'international. Les investisseurs institutionnels des États-Unis ont déjà 25% de leur richesse dans des fonds de capital investissement et il est peu probable qu'ils investissent beaucoup plus à l'avenir. Cependant, l'histoire est complètement différente à l'étranger. Dans des pays comme le Japon, la Suisse, la France et l'Inde, les investisseurs fortunés sont prêts à investir un total de 80 000 milliards de dollars dans des fonds de capital investissement stables et diversifiés. Maintenant, l'immobilier européen est très intéressant, ce qui surprend probablement certaines personnes. Mais ce qui se passe, c'est que les taux d'intérêt en Europe étaient vraiment négatifs. Donc, les gens pouvaient emprunter de l'argent à un coût très bas. Et maintenant, le coût de l'argent est 500 ou 600 points de base plus élevé. Donc, les personnes qui utilisent la dette pour posséder leur portefeuille ont vraiment du mal. Il y a un écart important sur le marché international. Gray et Schwartzman s'assureront d'en tirer parti avec 1000 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2024. Il prédit que Blackstone pourrait au moins doubler ce montant dans les prochaines années si la Blitzkrieg internationale réussit. Mais le chemin sera difficile pour accéder à la richesse des investisseurs mondiaux. Une expansion agressive des bureaux de Blackstone en dehors des États-Unis est nécessaire. Non seulement cela, mais l'entreprise doit évidemment aussi étudier en profondeur les secteurs de croissance où l'activité se développe dans les pays étrangers. D'après Gray, les secteurs les plus prometteurs sont les infrastructures, la logistique et le e-commerce. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que cela, quelque chose que seul Blackstone peut faire. Ils ont besoin d'un véhicule d'investissement unique, bien supérieur à toute la concurrence. Or, cela a été la tâche la plus importante de Gray ces dernières années, et il est confiant dans ce à quoi il a pensé. Les fonds à capital perpétuel. Les fonds perpétuels exclusifs de Blackstone portent deux noms. Blackstone Real Estate Income Trust, Blackstone Real Estate Income Trust et BCRED, le fonds de crédit privé de Blackstone. Blackstone Real Estate Income Trust permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers générant des revenus, ainsi qu'au potentiel d'appréciation du capital à long terme. Ainsi, les investisseurs perçoivent un revenu régulier et la valeur de leur placement augmente. D'un autre côté, BCRED offre aux investisseurs un accès à une gamme diversifiée d'investissements en crédit privé. Ce sont des sources de revenus de haute qualité qui ont le potentiel de surpasser les investissements traditionnels à revenus fixes. Contrairement aux actions ou obligations des marchés publics, les investissements en crédit privé comportent souvent des clauses négociées. Cela signifie une meilleure protection contre les risques pour les investisseurs. Mais le plan ne s'arrête pas là. Blackstone a une autre tactique dans sa manche. Ils cherchent à utiliser le crédit privé à leur avantage pour attirer davantage d'investisseurs mondiaux. Ainsi, ils vont proposer et structurer des accords uniques adaptés aux besoins de leurs clients internationaux. Non seulement cela, mais Blackstone va combiner le crédit privé avec des investissements liés à l'assurance. La composante liée à l'assurance aide à mieux gérer le risque au sein du portefeuille de crédit privé, ce qui pourrait élargir son attrait auprès des investisseurs averses au risque. Chercher un équilibre entre sécurité et rendement. Maintenant, avec un produit exceptionnel et un plan d'exécution clair, il ne reste plus qu'à cultiver des relations solides avec leurs partenaires. Mais rassurez-vous, Schwartzman et Gray font exactement cela. Avec leur incroyable expérience et leur personnalité captivante, il y a de fortes chances que tout se passe très bien. Quand des mégalomanes comme eux se fixent un objectif, ils l'atteignent. Leurs histoires en sont la preuve. Blackstone est sur le point d'atteindre des sommets que nous n'avons jamais connus auparavant, des niveaux que seuls les meilleurs peuvent atteindre. Gray est confiant et Schwartzman le soutient. Alors qu'ils parcourent le monde entier, concluant des accords et gagnant des milliards, Steven ne peut s'empêcher de penser que Gray est le meilleur investissement qu'il ait jamais fait. Où allons-nous maintenant? Tokyo, Séoul, puis Mumbai. Ce sera un long voyage cette fois. Super. Combien penses-tu qu'on pourrait gagner? Peut-être 1 ou 2 milliards de plus. Ces investisseurs sont sérieux. Je n'en attendais pas moins. Il est temps de conquérir le monde.